Restons sur les finales, bilan tactique de ces finales NBA. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Je sais pas de quel côté du terrain tu veux aller. D'abord, attaque de Boston ou défense de Boston, ou enfin attaque de Dallas. De quel côté est-ce que tu veux aller? Comment est-ce que donc Boston a réussi à gagner 4-1 cet affrontement? Eh ben, à ma grande surprise, en faisant des drives. Je pense qu'on a répété tout le long de l'année que Boston était une équipe qui faisait pas beaucoup de drives justement et que ça allait pouvoir potentiellement leur poser problème en playoff parce que du coup tu dois créer de l'attaque avec ça. Et c'est vrai que pendant les playoffs, enfin pendant la saison régulière justement, ils étaient à 39 drives par match. Et il y a un truc qu'il faut savoir avec les drives, c'est que c'est pas forcément pour générer des tirs. Donc sur les 39 drives qu'ils faisaient en saison régulière par match, il y avait 18 tirs et il y avait une quinzaine de passes, ça engendrait une quinzaine de passes. Et là, pendant ces finales NBA, du coup, le nombre de drives passe de 39 à 52, donc déjà c'est énorme, mais le nombre de tirs passe seulement de 18 à 19. Donc en Ouais. fait, tu fais, je suis pas très bon en maths, mais 13 drives de plus par match. Et il y en a seulement un de ces drives-là qui se transforme en tentative de tir. Et par contre, c'est le nombre de passes qui a explosé. Parce que le nombre de passes, il est passé de, du coup, 15 passes sur drive en saison régulière par match à 24. Et je trouve que c'est un des trucs qui a été le plus appuyé par Joe Mazzulla. Il y a un moment, je crois, dans le game 2 ou dans le game 1, où ils font ces espèces de sessions un petit peu mic'd up, où on peut écouter les coachs pendant les temps morts. Et il dit aux joueurs de Boston, si vous vous retrouvez en 5 contre 5, essayez pas de jouer rapidement, essayez plutôt d'utiliser d'ailleurs de respecter notre pacing et de l'optimiser. Et ensuite, essayez pas de faire un home run. Donc en gros, essayez pas une tentative désespérée sur le premier drive. Il faut driver une fois, il faut driver deux fois, il faut driver trois fois. Et au bout d'un certain moment, le bon tir, en tout cas la fenêtre de tir viendra. Et du coup, bah, je pense que c'est peut-être le changement numéro un qu'il y a eu comparé aux séries précédentes et même comparé à la saison régulière. Après, je pense que c'est aussi permis par une défense de Dallas qui a eu du mal à contenir ses drives, tout simplement. Après, c'est là où effectivement il faut faire la différence entre les drives, comme tu dis, et donc les fois où tu vas vraiment toucher la peinture, donc la Mm. raquette, hein, quand tu pénètres dans la raquette avec la balle, donc voilà un drive, et le nombre de tirs pris au panier. Parce que c'est vrai que paradoxalement, et c'est un peu marrant, mais finalement, tu regardes le profil de tir de Boston, Il a pas trop bougé. ben, ça a pas trop bougé, exactement. Alors, sauf le dernier match, Ouais. on en reparlera peut-être, ce qu'a fait Mazzulla, mais globalement, tu as un peu ce truc depuis des années, et nous-mêmes, on le répète, bon, mais Boston, leur faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de driver, ça ronronne un peu dans le périmètre, ça prend des pull-ups, et face à des défenses d'élite, bah, ça va pas au panier, etc., etc. Et donc, voilà, Boston ne pourra pas gagner s'ils font pas un peu évoluer leur régime de tir. Là, tu regardes sur les finales, le régime de tir, bah, il est pareil, quoi. Et même pire que d'habitude, c'est-à-dire que très très peu de tirs au panier, à part les Ouais. matchs 5 et 2 aussi un peu, mais parce que Dunker Spot, etc., on va y arriver. Mais donc très peu de tirs au panier et toujours la moitié de leurs tirs, voire plus, qui sont pris à 3 points. Donc en fait, paradoxalement ou ironiquement, en tout cas, c'est les Boston Celtics de d'habitude, quoi. C'est pas, il y avait ce reproche de ouais, le 3 points pour le 3 points, tu vis et tu meurs avec le 3 points, ça trop de 3 points. Et en fait, non, parce que c'est le même profil de tir que d'habitude, ça n'a pas trop changé. Par contre, en effet, c'est là il faut pas s'arrêter, comme tu dis, seulement à ce régime de tir, parce que, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai trouvé que, en effet, comparé aux années précédentes, même s'il n'y avait pas plus de tirs pris au panier, il y avait plus de drives qui étaient faits, comme tu viens de le décrire. Et Ouais. clairement, ce côté, c'est aussi le coaching de Mazzulla qui, en termes de comment est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on déplace le protecteur de panier adverse, comment est-ce qu'on fait tel ou tel pick and roll, Oui. comment est-ce qu'on espace le terrain. Voilà, ce jeu de match-up a permis et a débloqué ces drives. Et donc, voilà, au final, tu as un peu ce truc de. Mais en fait, c'est la même équipe que d'habitude. Si on regarde juste la zone, enfin, les zones, les tirs, où sont tirs, pardon, où sont pris les tirs dans les zones du terrain. Mais par contre, Ouais. c'est pas du tout la même faiblesse qu'avant de rester dans le périmètre sans attaquer, quoi. Ouais, je trouve il y a eu plus de patience aussi de manière collective. J'ai senti un peu moins de précipitation dans l'exécution. Ça s'est plus ressenti sur les premiers tours, mais même en finale, il y avait cette idée c'était pas un drive, doit pas forcément engendrer un tir. Et je trouve que là où bah, Jaylen Brown et même Tatum ont continué de progresser, c'est sur les passes sur kick-out en fait. Ouais. Et c'est là où d'avoir Jrue Holiday et Derrick White comme un petit peu receveurs de ces kick-out qui eux peuvent punir sur catch and shoot ou peuvent enchaîner sur un autre drive, bah t'as un peu ce truc, t'as un rouage qui se fait que
il casse une première fois la défense, Jaylen Brown ou Tatum, ça va sur Jrue Holiday ou Derrick White qui peuvent moins casser la défense, mais qui peuvent quand même profiter d'un premier décalage. Et du coup, bah, il y a des actions, clairement. Il y a une action que j'ai en tête où tu as un premier drive de Tatum qui kick out sur Pritchard, qui fait un drive, puis un drive and kick pour Jrue Holiday, qui lui va au drive et va au cercle. Et du coup, bah, en l'espace de quelques secondes, t'as 3 drives et t'en as un qui se finit avec un tir ouvert au cercle. Ouais. Et un truc, je pense que ça a été permis parce que Boston m'a semblé, en tout cas, attaquer plus vite et commencer les actions plus tôt que avant. Et c'est vrai que je les ai beaucoup vus pousser la balle, même après un panier raté ou même après un peu dans de la semi-transition pour driver dans un premier temps et en fait enclencher le processus de création de décalage le plus tôt possible parce que du coup plus tu mets du temps à rentrer dans ton drive le premier alors bah, moins tu as de possibilité d'exploiter le décalage qui a été fait en premier lieu et j'ai trouvé que Boston a mieux exécuté son attaque même de manière un petit peu dans la discipline si tu veux de l'attaque. Oui, oui, clairement, ils ont un peu gagné cette bataille de la transition ou semi-transition, mais en Ouais, tout cas d'accélérer et de pas rester que sur du jeu posé, ce qui est un peu dommage pour Dallas pour le coup, parce que voilà, c'est techniquement, je pense que l'avantage sur le papier était quand même sur le jeu posé plutôt à Boston, donc moi je me dis, bon bah si Dallas peut un peu gratter de ce côté-là des points, ça peut faire du bien, quoi. Transition, rebond offensif, on l'a vu sur un match, le match 4 en effet, ouais, mais du reste, ouais, c'est Boston qui a plus accéléré, qui est Boston qui a déroulé de la transition, de la semi-transition, etc. Et je pense qu'on en revient aussi à bon, ce qu'on avait dit en preview un peu avec ce côté, bah, Dallas, ils ont une défense qui étouffe la raquette, qui voilà, très agressif, très proactif, on vient faire des aides à l'intérieur. Le problème, c'est que Dallas n'avait jamais affronté une équipe avec un tel spacing. Donc il y a cet élément-là en playoff qui change tout. Clippers, il y avait beaucoup de non-shooters, donc c'était facile. OKC aussi, il y a certains qui n'étaient pas respectés du tout, même une majorité. Et même contre les Wolves aussi, voilà, tu as des shooters, mais c'est pas des shooters à haut volume. Et là, on s'est retrouvé face à une équipe qui, bah ouais, quand tu surcharges à l'intérieur, en effet, tu as Tatum et Brown qui ont fait des séries magnifiques au niveau du passing. Bon, Tatum continue de s'améliorer de saison en saison et vraiment il a atteint un top niveau là, je trouve. Pas ouais, niveau Doncic, hein, mais vraiment un top niveau. Et surtout, moi, c'est Brown qui m'a oui, beaucoup surpris sur ce côté. Je pense que c'est ses meilleurs matchs au passing en carrière, hein, ouais, assez clairement. Il sort des driving kicks un peu de nulle part. En un sens, il y a un aspect spacing qui aide aussi, parce que quand les mecs se tiennent hyper loin les uns des autres, les rotations doivent venir de plus loin, donc les lectures sont plus faciles. Mais tout de même, je trouve qu'il a fait une série au passing, Brown, qui a été assez étonnante. C'est ce qui fait que au final, au début de série, on a Dallas qui essaie un peu de mettre la pression sur les drives de Brown, un peu pour ce côté, on va le tester sur le passing, quoi, tu vois. On va tester le driving kick, sauf qu'ensuite, il a bien répondu. Donc au final, on s'est un peu ajusté, on a dit, bon, on va essayer de moins aider et de le laisser scorer en isolation. Mais voilà, il y a ce côté driving kick, et donc, premier élément pour moi qui a permis de battre ça, c'est le spacing, évidemment, mais pas que le spacing, tu l'as dit aussi. Il y a un aspect où Boston, c'est pas que des shooters, c'est aussi des gens qui sont capables d'attaquer les close-out, en fait, de faire vivre le décalage. Et ça change tout entre juste 5 mecs qui sont des shooters statiques, ou alors Derrick White, Jrue Holiday, Peyton Pritchard, même Sam Hauser, Jaylen Brown, Jason Tatum, même alors fort depuis le poste de pivot. Tous, en fait, une fois qu'ils sont aérés, enfin, ils sont espacés, pardon, et qu'ils reçoivent la balle, ils peuvent attaquer sur le dribble, ils peuvent prendre la décision, faire le passing en mouvement. Donc en fait, c'est ça le duo génial, c'est spacing plus compétences et skills aussi de passing en mouvement. ouais, c'est ça. Et puis, je trouve que le truc qui est intéressant, c'est qu'ils ont différentes manières de les attaquer, ces premiers décalages. Alors, Ford, on l'a un peu retrouvé parfois sur du post-up. Une fois qu'il avait récupéré le ballon à 3 points, de pouvoir se mettre dans une position de post-up et attaquer potentiellement un mismatch. Je roule l'idée aussi. Alors que Derrick White, c'était peut-être un peu plus dynamique. Et en plus de ça, ils peuvent eux-mêmes un petit peu amplifier les premiers décalages qui se créent en se mettant dans des actions à deux. On a vu pas mal justement des end-off entre Sam Hauser et Jrue Holiday. Ouais. Jrue Holiday sinon jouait le rôle du poseur d'écran et du rollman en fait tout simplement. Enfin l'utilisation de Jrue Holiday a été assez remarquable, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ils sont tous capables d'apporter un petit peu de manière différente une fois que le décalage a été créé. Et je pense que ce qui fait que c'est aussi difficile à défendre, bien que en réalité, quand on regarde le defensive rating de Dallas sur les finales, j'ai pas l'impression qu'il soit si mauvais que ça. Et j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être l'attaque de Dallas qui a pas assez bien fonctionné, plus que la défense de Dallas qui a complètement pris l'eau. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi cet élément-là, c'est que bon, Porzingis a été absent une partie de la série,
Mais en plus, Boston n'a pas bien shooté sur les finales, quoi. Donc Non. c'est pour revenir aussi au point de tout à l'heure, le côté paradoxal de non, mais pour gagner, vous pourrez pas jouer comme ça, parce que si tu prends beaucoup de 3 points, le jour où ça rentre pas, vous êtes mort. Là, on a vu que non, en fait. Ils ont gagné une série en ne shootant jamais bien à 3 points. Alors, à part première mi-temps du match 1, où il y a une pluie de 3 points qui fait 30 points d'écart, match 1, tu sais, très très tôt. Ouais. Et après, ils ont très mal shooté, quoi. 24% match 2, gagné. 35%, donc au niveau de la moyenne, un peu plus bas, mais au niveau de la moyenne, match 3, gagné. 31% match 4 perdu, et 32% de nouveau match 5. Donc c'est là aussi où c'est assez... Enfin, il y a deux choses. Comme tu dis, il y a le fait que Dallas, peut-être, n'a pas tenu le rythme de l'autre côté du terrain. Donc c'est ça qui a fait mal. Parce que, en effet, Boston a un peu manqué cette réussite, donc n'avait pas un offensive rating si grand que ça. Après, ça montre aussi le côté tactique de Mazzulla et de qu'est-ce qu'on a réussi à mettre en place pour pourtant générer des points alors que les 3 points ne rentraient pas. Et puis l'autre point, je l'ai oublié, donc je peux te passer la parole. Super. Non, moi je pensais à un truc sur le 3 points. C'était la réussite à 3 points sur les matchs en entier a pas toujours été très bonne, mais ils ont beaucoup creusé l'écart sur une très bonne réussite dans les premières mi-temps. Et du coup, ils ont fait des runs, tu veux dire? Ouais, ils ont fait en fait, il y a plusieurs fois, ils se sont retrouvés à 20 points d'avance. Et heureusement, dans le Game 3, par exemple, heureusement qu'ils ont ce mat-là quand, justement, l'attaque commence à dérailler. Donc, en fait, on n'a pas, c'est pas complètement faux de dire que si Boston ne rentre pas ses 3 points, ça va devenir compliqué. C'est juste que, du coup, sur la chronologie d'un match, s'ils arrivent à créer des écarts de 20 points, une fois que t'es derrière de 20 points, t'as plus le droit à l'erreur parce qu'une fois que t'es revenu même à 10 points d'écart, tu peux te prendre un run ne serait-ce que de 5-0 et t'es reparti à moins 15 en fait. Donc t'as un peu ce truc-là de malgré tout, cette variance a été plutôt bénéfique pour eux sur les premières mi-temps et ça leur a permis en fait d'accéder à chaque fois des matelas assez confortables. Et après il y a eu le non-match au Game 4 qui a été assez catastrophique, même si au final, dans la première mi-temps du Game 4, je trouve qu'il y avait pas mal de tirs ouverts. Et pour moi, ça a pas été... Enfin, la réussite au tir a été un problème parce que les tirs sont pas rentrés. Mais dans le Game 4, c'était plutôt les pertes de balles et la gestion du spacing qui était problématique que en réalité, la capacité à créer des 3 points ouverts. Ouais. Non, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que en plus, on n'a même pas eu un vrai match où genre ça shootait à 50% à 3 points. Et que voilà, Boston a fait de bons offensive rating sans ce côté pluie de 3 points sur un ou deux matchs en particulier sur la série. Mais comme tu dis, il y a des runs qu'on fait du bien, notamment une pluie de 3 points avec Sam Hauser en transition ou des trucs comme ça qui aident à faire grandir l'avance. Au match 1, c'est Porzingis aussi qui est très en forme. Mais voilà. Mais en fait, pour moi, il y a aussi un aspect où le 3 points n'était pas là. Mais de l'autre côté, t'en parlais aussi, il y a le panier, il prenait pas tant que ça de tir au panier, mais quand ils y allaient au panier, finalement, il y avait une réussite qui était assez bonne, en fait. C'est aussi ce truc de... 14 sur 14 au Game 1, je crois. Je crois qu'ils sont à 100% sur Game 1. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu les schémas qu'on a décrits, en fait. Hein. On arrive à générer des drives de par tel ou tel match-up qu'on arrive à créer sur pick and roll en allant chercher un tel ou un tel. Donc, match-up, ça libère un drive. Et ensuite, c'est soit il y a une aide et donc je kick out, ça fait un 3 points ouvert. Soit sinon, je vais au panier et je prends le tir, quoi. Donc, il y a eu tout un jeu comme ça, alors au niveau des drives, mais pas que. Il y a aussi, je pense que pour moi, il y a deux côtés du terrain. En défense, on y reviendra tout à l'heure, mais ils ont gagné un peu la guerre des match-up. Ils ont permis de freiner l'attaque de Dallas. Mais en défense, par contre, je trouve que Mazzulla a gagné un peu la guerre du Lomen, en fait, tu sais. Donc le fameux Lomen, le défenseur qui est censé être le plus proche du panier, et donc aider au panier. Et en fait, Mazzulla a complètement gagné cette guerre du Lomen, alors que Jason Kidd semblait revenir un peu dans la partie. Mais donc, ce qui a été fait au début, c'est en fait très simplement Boston, début de série, a mis des mecs comme Irving et comme Doncic dans les corners, comme ça, c'était eux les Lomen. Donc c'est eux qui doivent aider depuis le côté faible au panier. Et évidemment, soit ils arrivent en position, mais ça force un kick-out, ou soit ils sont pas en position, soit il y a des erreurs. Bref, c'est pas des défenseurs d'aide de qualité. Donc, en plus, on a vu tu sais, la fameuse technique du dunker spot, là, où on met des petits sous le panier, comme ça. Le fait est que si on met un petit sous le panier, ça veut dire que son défenseur est aussi un petit, a priori. Donc, ça fait une petite protection de panier. Et puis ensuite, on a eu l'ajustement de Kidd, en fait, qui a été de dire, en fait, on s'en fiche totalement des match-up, même sur jeu posé, mais même sur transition, tu t'en fiches. Lively ou Gafford, vous courez très très vite, vous placez au panier.
et on s'en fiche. On s'en fiche de qui est-ce que vous défendez, vous allez le plus proche du panier. Et c'est comme ça Dallas a petit à petit réussi un peu à retrouver Lively et Gafford dans ce rôle-là, même si Mazzulla a eu des contre-moves, hein, de genre, du coup, moi je mets un bon shooter dans le corner, du coup je fais tel ou tel système pour isoler le Loman et faire un renversement de jeu côté droit, côté gauche pour le prendre par surprise, pour punir un dézonage, etc. Et au final, en plus, on arrive au match 5, donc le clou de la partie, où finalement on fait ce truc de soit on les implique sur le ballon, enfin on les fait monter, on les implique sur l'isolation en fait, hein, et donc s'il a un premier rideau défensif, Lively il peut pas être en deuxième, ou alors on les place côté fort, enfin voilà, un jeu de positionnement et de match-up pour faire que Lively et Gafford ne se retrouvent pas dans ce rôle d'aideur en deuxième rideau, et ce qui a facilité en fait ce genre de tir au panier en termes de fréquence ou alors en termes de réussite. Mais tu vois, c'est que du placement intelligent, c'est que des cuts intelligents, du genre on essaie de provoquer un switch, ça marche pas, donc alors Ford, tu vas faire un cut côté fort pour que Gafford se retrouve côté fort, et donc s'il est côté fort, il peut pas venir aider. C'est que je roule l'idée aussi qui fait ce genre de mouvement, Derrick White aussi. Voilà, c'est plein de petits match-up comme ça. Tu sais, des pick and roll aussi où on veut cibler Doncic, mais avant de cibler Doncic, on fait d'abord un pick and roll avec Lively, comme ça on le fait monter, et ensuite on enchaîne avec un pick and roll Doncic, mais Lively dans le périmètre, et on le laisse dans le périmètre, et donc ensuite on peut attaquer derrière. Bref, je trouve que cette guerre du low man, finalement, elle a été gagnée au final par Mazzulla, et c'est ce qui a permis de libérer cette raquette et ces drives, et qui a été, donc, comme on l'a dit, la réussite, le facteur clé de la réussite de Boston, en fait. Ouais, et pourtant, au fur et à mesure de la série, Boston tire de moins en moins bien au cercle, mais tire de plus en plus au cercle. Il y a un peu ce truc-là en réalité, ils sont à 100% au cercle au game, je crois que c'est le game 1. Ensuite, ils sont à 75%, 78%. Game 4, ils tombent à 66%. Et même le dernier match, du coup, le game 5, ils tirent qu'à 59% au tir au cercle. Mais par contre, la fréquence, elle est à 38% au cercle sur le game 5, ce qui est une des meilleures fréquences au cercle de Boston. Et c'est permis aussi parce que, à force de vouloir, créer des schémas qui permettent d'avoir le bon low man entre guillemets du côté de Dallas, du coup ils perdent un peu sur la qualité pour contenir le drive en fait, parce que du coup si t'attaques plus Kyrie Irving ou Doncic en tant que low man, tu peux les attaquer en tant que défenseur du point of attack. Du coup tu crées plus de tirs au panier qui sont peut-être mieux défendus, mais t'as un peu le truc de en fait c'est un peu, tu choisis un peu le poison. Et je trouve qu'il y a des actions que t'as soulignées justement où ils font un premier écran avec Horford pour amener Gafford loin du panier, en fait, plutôt sur le côté opposé de l'action. Et en sur fait, l'aile, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est aussi permis parce que, comme on disait tout à l'heure, ils rentrent tôt dans les actions. Et du coup, comme tu rentres tôt dans tes actions, t'as le temps, en fait, de schématiser, en fait, comme disait Joe Mazzulla, c'est une fois que si vous êtes en 5 contre 5, arrêtez de vous précipiter et faites en sorte que notre spacing soit optimisé, amenez les joueurs là où on veut qu'ils soient. Et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Et c'est là où du coup se pose la question de pourquoi on n'a pas vu plus de défense peut-être de zone de Dallas, qui du coup, en fait, vu que Boston fait que de forcer les défenseurs de Dallas à être à des endroits où ils veulent pas être, pourquoi ne pas mettre en place une zone qui fait que les joueurs restent dans leur zone? Théoriquement, ça a l'air facile comme ça, je sais très bien que c'est pas le cas, mais je trouve qu'on a peu vu de zone, et la seule un petit peu zone qu'on a vue, c'est peut-être Lively qui bouge très très peu en fait, et qui du coup est couvert, je sais pas comment ça s'appelle, mais lui reste en zone autour du cercle et les autres bougent, mais au final ça a aussi ses limites, parce que du coup ça crée énormément de décalage sur les 3 points. Donc voilà. Après, Kidd a appelé de la zone 2-3 fois. Tu vois, j'ai le souvenir de match 1, il appelle une zone d'un coup. Ouais. Et là d'un coup, t'as Mazzulla qui voit ça, qui fait ah, attends, ok, il y a une zone, on m'adapte, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Et ça se finit avec un de facto, un pick and roll et pull-up de Tatum, comme tu dis, ouais. Et ensuite, la zone, ok. Donc, ça aussi, c'est du coaching d'élite et de la réactivité et j'ai préparé mon système anti-zone et dès que je le vois, on l'exécute. Et pareil, pareil match 4, une action comme ça aussi, où 3 ou 4, je sais plus, mais où en effet, il voit de la zone et de suite, allez, on exécute. Et
Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On isole Tatum sur un corner, on lui donne la balle qui va attaquer le côté de la zone où il y a Luka Doncic, et donc ça libère totalement de l'autre côté. Enfin bref, il y a aussi cet aspect-là de Mazzulla qui était prêt, qui a bien préparé le système, mais est-ce que ça aurait peut-être pas valu le coup? Effectivement, peut-être d'insister un peu plus sur des gros échantillons, ça aurait pu marcher. Je crois qu'au match 5, tu vois, ils l'ont fait un peu plus et ça a marché parce que tu mets Gafford autour du panier. Il y a un moment où il dissuade un drive de Brown, puis un drive de Tatum, et puis Brown qui insiste, et puis il vient se s'empaler sur un Gafford, quoi. Donc en effet, il y a un peu cet aspect-là, et tu sais, même le 3 points de Al Horford dans le match 5, le 3 points de Papy là, qui a beaucoup tourné. En fait, c'est ça, c'est la bataille du Lomen où Gafford il fait ce qu'on lui dit, c'est-à-dire il revient très très vite en transition, se placer au niveau du panier, et donc il dit aux autres, allez-y, montez, moi il faut que je reste en bas. Sauf que Doncic il monte pas, quoi. Doncic il est sur une défense de transition classique de non, mais moi je prends le mec qui est à côté de moi. Enfin bref, c'était un point clé de cette série. Et je pense aussi que moi c'est pour ça que toi et moi on s'est beaucoup amusé à décortiquer les matchs tactiques, etc. On a fait des vidéos et tout, mais effectivement, c'est peut-être pas un truc qui va sauter aux yeux de manière évidente, ce côté tactique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a un aspect où c'est pas des systèmes gadgets, c'est pas très sexy, mais en fait c'est Mazzulla qui a déployé un plan de jeu et une attaque qui a été extrêmement méthodique de pourquoi est-ce que je mets lui à tel endroit, pourquoi est-ce que j'arrive à éloigner lui, pourquoi je fais telle action, c'est pour qu'ensuite ça libère cet espace, etc., etc. Et donc au final, ça se voit pas directement. Et c'est pas non plus un coaching du genre les Spurs, le mouvement de balle, extra passe, quel coaching, mais c'est du coaching de haut niveau avec ce côté, tout est méticuleux, tout est méthodique en fait. Non, mais clairement, c'est comme tu dis, c'est pas sexy, et c'est vrai que ça se remarque pas forcément à l'œil nu, mais c'est parce que c'est pas des systèmes, c'est plus des schémas de jeu, et du coup en fait le système ça a un côté un peu grossier entre guillemets, enfin pas pour, mais tu vois, si tu vois je sais pas, un blind pig ou des stagger action, enfin tu remarques très vite ce qui est en train de se passer, enfin très vite non, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est mis en place parce que d'un coup le ballon un petit peu s'arrête et il y a une espèce de chorégraphie off ball qui se met en place. Alors que la recherche de faire bouger le Lomen, c'est un peu plus comment dire, en arrière-plan, entre guillemets, c'est un peu moins obvious, mais c'est pas pour le moins intéressant. Surtout que, il l'avait déjà fait, mais pas autant insisté, par exemple, face aux Pacers, ou alors face aux Pacers, il plaçait plus sur des attaques, par les côtés, justement, pour éviter même qu'il y ait un Lomen, tout simplement, et en fait, pousser le spacing ailleurs. Donc c'est intéressant de voir que on parle souvent du spacing un peu comme une unité de mesure, mais en réalité en fait le spacing c'est plus une discipline presque, j'ai l'impression, où du coup t'as plusieurs façons, un petit peu comme si dans les arts martiaux t'as le karaté, le judo, le MMA et ces trucs là. Dans le spacing t'as la façon d'attaquer, d'avoir un low man, t'as la façon potentiellement de faire du 5 out, d'attaquer par des side action, et en fait t'as un peu ce truc là le spacing, c'est pas juste genre avoir des mecs qui tirent à 3 points pour s'ouvrir le cercle, c'est inverser un petit peu la géométrie du terrain pour pouvoir avoir profiter des faiblesses structurelles un petit peu des équipes. Oui, et puis il y a aussi un aspect c'est de la recherche de match-up, mais qui est bien fait, qui est bien optimisé, quoi. C'est pas juste tiens, on fait venir lui et puis on l'attaque, quoi. C'est un plan de jeu assez simpliste, mais en effet il y a tout un travail derrière. Mais tu vois, effectivement, alors il y a deux parties. Il y a un aspect un peu de cette optimisation du terrain. C'est un cadre, on va dire, et parfois, t'as pas un système scripté, mais comme t'as des joueurs hyper intelligents, et pour moi c'est le point clé, c'est que t'as des joueurs hyper intelligents qui sont habitués, et donc en fait, même quand la première action a pas marché et que ça enchaîne sur, allez, on doit enchaîner sur un truc, on doit improviser, tu vois, de suite il y a les automatismes de, je roule l'idée, je viens poser un écran pour Tatum, tiens, toi tu vas côté fort, toi tu vas dunker spot, etc. Donc il y a un côté cadre général, et puis les joueurs sont tellement intelligents qu'ils arrivent à le mettre en place. Mais même sur le côté scripté, en fait, vraiment, il y a des fois, il y a des vrais systèmes de jeu déroulés en sortie de temps mort. Et tu dis, mais il se passe rien, quoi. Pourquoi en sortie de temps mort, c'est juste un système où ça va cibler Doncic? Et en fait, non. C'est fait exprès qu'il y ait d'abord un premier pick and roll pour éloigner Lively, pour l'impliquer et ensuite le mettre sur l'aile avant d'attaquer Doncic. Comme ça, tu peux attaquer Doncic avec personne au panier, quoi. Et ça, c'est le genre de truc que tu remarques moins que la motion offense des Spurs avec les systèmes qu'on connaît, le mouvement de balle, etc. La coupe ici, la coupe là. Je prends exprès la caricature, mais c'est pour insister, pour dire que c'est pas parce que c'est pas visible à l'œil nu, c'est pas parce que c'est pas sexy qu'il n'y a pas un travail tactique qui a été de très haut niveau, hein, je trouve. Donc, et ça, pour le coup, je sais pas toi ce que tu en penses, toi qui es fan des Celtics en plus, mais peut-être on en parlera après, mais je trouve aussi que Mazzulla,
je l'ai trouvé meilleur sur ce round de playoff là, et j'ai pas trouvé autant d'ajustements et de côté méthodique sur notamment l'an dernier contre Miami et contre Philadelphie en fait. Ouais, alors vraiment, l'année dernière, c'était pas du tout ça, et au contraire, c'était un peu plus, les ajustements mettaient beaucoup plus de temps à venir. Tu Ouais, vois, il a fallu, contre Philadelphie, s'il y avait un peu le truc obus de genre, il faut faire rejouer un petit peu le 5 et la méthode un petit peu du coup, putain, Robert Williams en roamer, pour protéger l'accès à la raquette et pour pouvoir plus annihiler Embiid et casser un peu le rythme offensif de Philadelphie. Il a fallu que ça arrive au Game 6 pour que ça soit mis en place et du coup Boston perdait 3-2 à ce moment-là et aurait pu perdre la série quoi. Et ouais, même contre Miami, du coup il faut que tu perdes 3 matchs. Après il y a une grosse partie de variance aussi, mais moi j'ai trouvé beaucoup plus d'ajustements rapides, même tu vois tout au long des playoffs il y a eu beaucoup de réactions assez vite. Par exemple sur la défaite contre Miami au Game 2, il y avait beaucoup trop d'aide sur les drives. Et ben tous les autres matchs qu'il y a eu, on laissait les joueurs défendre en 1 contre 1 sur le drive et on concédait plus de 3 points ouverts. Et du coup, t'as ce truc-là de oui, ben, on sait identifier en fait nos faiblesses. Et je trouve que la lecture est bien meilleure qu'avant. Je pense que lui a progressé. Je pense qu'il est mieux entouré aussi. On a interviewé Jared Weiss avec le trèfle en début de playoff, qui disait que ce qui était dur l'année dernière pour Joe Mazzulla, en plus d'être propulsé là un petit peu sans avoir vraiment rien demandé, c'était que tout le coaching staff, c'était des gars que Ime avait ramenés en fait. Et il y avait un peu ce truc-là de genre c'est Joe le head coach, mais c'est que des gars de Ime, et il y avait un peu une synergie qui était pas terrible apparemment. Alors que là, cette saison, je pense que d'avoir eu Sam Cassell, il y avait Damon Stoudemire qui était parti en cours d'année aussi l'année dernière. Donc je pense que l'équilibre du coaching staff est bien meilleur aussi. Ils ont pris en expérience. Il y a quand même des mecs qui sont très bons. Charles Lee a été recruté comme coach principal à Charlotte. Donc je pense que au-delà de Joe Mazzulla, qui lui a vraiment été très bon et a bien progressé et mérite tous les bons mots qui lui sont dits depuis quelques jours, je pense que le coaching staff en tant que groupe, en tant qu'entité, a aussi vachement progressé. Et je pense que l'équipe est aussi potentiellement plus malléable et aussi plus expérimentée que l'année dernière. il y a aussi dans le coaching staff Amil Jefferson. Est-ce que tu sais qui c'est Amil Jefferson? Alors, c'est pas un mec qui a joué avec Tatum à Duke? Exactement, c'est le pivot de Duke à l'époque. Amil Jefferson qui est resté X années à la fac, un peu comme Perry Ellis. Moi, Perry Ellis c'était à Kansas. Bref, non, c'était marrant parce que du coup, ouais, c'était le pivot de Tatum à Duke, et là, il était assistant coach aux Celtics. Mais non, bref, voilà pour ce côté du terrain. Avant qu'on passe à côté attaque de Dallas et défense de Boston, est-ce que un mot sur le MVP des finales, ou alors tu t'en fiches? C'est quoi? Est-ce que tu veux que je te donne mon avis sur qui aurait dû l'être ou tu veux que je te... Ou Oui, ou c'est alors quoi tu la... peux. Non, tu peux me dire, moi je pensais que ça, moi je pense que c'est mérité, je pense que c'est pas mérité, ou alors tu peux me dire, non, moi je m'en fiche de ce trophée, on peut avancer. En vrai, moi, le trophée, je m'en fous. Mais clairement, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas Jalen Brown le MVP des finales, mais c'est peut-être sa meilleure série en carrière. Donc en vrai, tant mieux. En vrai, s'il est récompensé là-dessus, genre, tant mieux. Enfin, je pense que c'est assez évident. En tout cas, je l'espère que c'est Tatum le meilleur joueur de Boston et c'est lui le premier domino. Et tu vois, Pierce a été MVP des finales en 2008 enfin, je regardais pas les finales en 2008, mais de ce que j'ai vu des Celtics de 2008, Pierre c'est pas le meilleur joueur et Ouais, c'est pourtant c'est Rondo, ouais. le. Ouais, d'accord. Et c'est pourtant il a le MVP des finales, donc il y a un truc aussi, le MVP des finales, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Et en vrai, je trouve que c'est bien que si Brand, il a un petit peu ce tampon de validation, lui qui a toujours été un peu dans l'ombre de Tatum, bah écoute, tant mieux. En vrai, je pense que c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Et puis voilà. De toute façon, le MVP des finales, c'est Brad Stevens, hein, donc en réalité, le reste, Non, non, mais alors, c'est pour sortir un peu de. Effectivement, moi, c'est pas un trophée qui m'intéresse beaucoup, mais tout de même, non. c'était un peu un prétexte pour parler à la fois de Tatum et Brown.
on a déjà parlé de leur passing qui a été bon, les deux, pour le coup. Mais pour discuter un peu de leur performance, tu vois, c'est vrai que j'ai l'impression que les attentes sont quand même plus élevées sur Tatum, notamment, contrairement à Brown. Et que, tu vois, en début de série, Jason Kidd a sorti... Tu te souviens de ça? Jason Kidd, sa déclaration de genre, non, mais le meilleur joueur, c'est Brown et tout. Le côté... le move psychologique à 2 balles qu'on n'a pas vu venir. Mais c'était au début. Bref, je sais plus. Je crois que c'était après le game 1 et après le game 2, il a dit ah quoi, moi vouloir provoquer non, jamais. Alors que le mec c'est un ancien joueur, il sait exactement comment ça se passe un vestiaire. Enfin bref. Oui, puis c'est l'homme très subtil qui avait aussi dit devant des caméras, qui avait dit à Tyson Taylor vas-y bouscule-moi comme ça, on va avoir un temps mort parce que le terrain il va. non, mais pour discuter un peu de ça, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que Tatum a été pas efficace, moins efficace au niveau du scoring. C'est peut-être ça qui a manqué, c'est ça qui est ressorti aussi beaucoup. Après, tu vois, tu prends les chiffres sur les finales, il est quand même pas beaucoup moins efficace. Hein. Le truc, c'est qu'en effet, son field goal, donc sa réussite au tir, sa pure réussite au tir, elle est plus basse. Mais sauf qu'il va aussi chercher beaucoup de lancers francs. Et donc ça, ça c'est pour ça qu'il faut regarder. Lancers francs. En plus, il l'aimait, je crois qu'il. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça aussi. C'est aussi pour ça qu'il faut regarder plutôt les points par tir ou la productivité globale plus que le field goal, parce que un mec comme Tatum, il va au panier, il prend une faute, le tir il compte pas dans le box score en fait, hein, mais les points si. Donc c'est là-dessus où il faut faire attention. Et donc voilà, j'ai relevé 2-3 chiffres. Efficacité de Tatum 1,02 points par tir, Jaylen Brown 1,06. Bon, les deux scores sont des scores mauvais. Mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas non plus un écart énorme, quoi, tu vois, en termes de productivité globale, sachant que Tatum a un plus gros volume, sachant que Tatum a créé beaucoup plus pour ses coéquipiers, notamment, on peut sortir des stats, mais même en parlant tactique, il y avait cet aspect-là où lui il avait toujours des prises à 2, il a été meilleur en termes de driving kick, etc. Plus créateur avec moins de pertes de balles, plus d'un régime de tir plus compliqué, de auto-généré. Bref, limite le trophée, on peut le laisser de côté si vous voulez. Enfin, moi, je suis comme toi, je m'en fiche un peu de ce trophée. Et c'est pas pour enlever du crédit à Jaylen Brown, c'était plutôt pour dire. Pas du tout. Au final, certes, il n'y a pas le scoring de Tatum comme d'habitude, mais c'est aussi la conséquence de la défense de Dallas, quoi. Et si Dallas n'avait pas fait des prises à 2, notamment switch plus head sur les drives, et donc prise à 2 en fin de drive, on aurait peut-être eu une série où il scorait beaucoup plus. Donc voilà, c'est pas pour dire Brown ne méritait pas ou quoi que ce soit. Ça, je m'en fiche un peu du trophée, comme dit. C'est juste pour dire que attention aussi à comment est-ce qu'on juge la série de Tatum, parce que lui, pour le coup, je trouve que même si le scoring et l'efficacité n'a pas toujours été là et qu'il y avait parfois des mauvais choix en termes de pull-up, mais globalement, ça a été le moteur de l'attaque de Boston et qui a été un excellent moteur. Ouais, très bon moteur. Et je pense que défensivement aussi, encore une fois, c'est totalement oublié cet aspect-là du terrain où sa capacité à être en aide au nail ou même très bon défenseur sur le ballon, tu peux le mettre sur un pivot justement pour avoir des ajustements défensifs un petit peu plus flexibles. Là où Jaylen Brown a aussi eu le trophée un peu du mec qui a défendu sur le meilleur joueur de la série en étant majoritairement en défense individuelle sur Doncic. Et il y a un truc, moi je ne sais pas à quel point ils utilisent Jaylen Brown sur les porteurs de balles parce qu'ils savent qu'il est assez moyen, disons, off-ball. Même si sur le game 1, il a réussi à faire 2 aides en une action qui a été remarquable. Mais je pense que la défense aussi est un peu oubliée et peut-être trop mise en avant de côté individuel de Jaylen Brown et pas mis assez en avant l'aspect collectif et impact de la défense de Tatum. Mais en réalité, le titre de MVP des finales, c'est un peu gadget. Et moi, ce que j'ai trouvé par moment, c'est une meilleure synergie même entre les deux. Il y a eu pas mal de moments où ils ont réussi ce que je trouve qui est assez rare, à faire des drive and kick de l'un vers l'autre ou à utiliser du post-up pour qu'il y en ait un qui fasse un cut backdoor de l'autre côté. Donc en réalité, moi, je suis plutôt content de la synergie entre les deux qui a été bonne. Et du coup, moi, c'est ça que je retiendrai. Et puis le MVP des finales, en vrai, j'avoue que MVP sur 5 matchs, bon, écoute. MVP sur 5 matchs de saison régulière, je pense que on regarde les 5 premiers matchs des saisons régulières de cette année et on se dit lui c'est le MVP et on va se rendre compte à quel point ça n'a pas de sens de faire un MVP sur 5 matchs. Donc voilà mon point de vue sur le sujet. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.